donc à cette table ronde. Flex Office, télétravail et nouveaux modes d'organisation. La clé du bonheur, peut-être avec un point d'interrogation. Petite précision, donc, je suis l'animateur de cette table ronde et je remplace Marine Chabot qui a une petite contrainte pour prendre son avion. Elle n'a pas pu prendre son avion de Paris. Elle m'a gentiment donné les informations pour pouvoir assumer cette responsabilité, donc je ferai au mieux. Donc, vous le savez tous, suite au Covid, beaucoup de structures publiques et privées ont été obligées, sous la contrainte, de repenser, de redéfinir leur modèle d'organisation du travail et sont allés progressivement vers des modèles d'organisation qu'on pourrait qualifier d'un petit peu hybrides. Donc, pour répondre à cette question autour des modes d'organisation du travail, et est-ce que c'est la clé du bonheur? Alors, pour les entreprises, pour les salariés, les collaborateurs et pour les managers, nous avons la chance d'avoir autour de la table, alors à distance, Madame Carole Fontaine, qui est DRH Europe de Dell, Madame Clémentine Le Guyadé de l'entreprise WOZ, Madame Séverine Blanchard, Airbus, qui est Head of HR Data et Employee Experience, Madame Fanny Scrève, chargée de prévention chez Harmonie Mutuelle, et Monsieur Pierre Souloumiac, directeur régional adjoint d'Action Logement. Donc je vous demande d'applaudir nos intervenants qui ont la gentillesse de nous consacrer du temps. Alors, pour commencer, je vais essayer de recontextualiser un tout petit peu le sujet. En effet, on parle de flex office, on parle de télétravail. Ce sont deux leviers importants qui sont des leviers très pratico-pratiques et qui sont peut-être un petit peu réducteurs de ce future of work et de ce new normal qu'essayent de définir les entreprises. Et peut-être que ça occulte ces deux leviers un petit peu réducteurs, certaines questions qui sont quelle est la vraie expérience finale des collaborateurs, des entreprises, comment on va vraiment se redéfinir l'entreprise dans ses fondations avec ces nouveaux modes d'organisation du travail, quelles relations employeur-employé, ainsi de suite. Donc dans un premier temps, j'aimerais parler un petit peu des entreprises qui expérimentent et qui essayent de définir des cibles de ce new normal autour du travail hybride. Et Séverine, chez Airbus, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous mettez votre vision, ce que vous mettez en place, et essayer de répondre quand même à cette question qui est fondatrice et fil rouge de cette table ronde, est-ce que c'est la clé du bonheur? Bonjour à tous. Donc, chez Airbus, comme toutes les entreprises, effectivement, nous avons été forcés, avec cette crise Covid, d'opérer très rapidement dans un nouveau modèle, qui est ce modèle hybride, juste décrit par Didier. Aujourd'hui, il s'avère que notre modèle, pour vous donner quelques clés de lecture, nous sommes dans une logique de 2 jours de télétravail par semaine. Et dans ce cadre de référence, effectivement, nos salariés peuvent déterminer de manière collective le cadre qui s'applique au regard de leurs activités. Premier point. Pour répondre à votre question, de manière très prosaïque, j'aurais tendance à dire que je vais évoquer 5 pistes d'action ou de réflexion qui, en tous les cas, animent notre action chez Airbus. La première chose qui me semble fondamentale, et on voit bien qu'aujourd'hui ce sujet fait beaucoup parler la littérature, la presse. Chaque semaine, vous avez des enquêtes, des sociologues qui vont se poser sur ce sujet avec des choses très divergentes. Alors, on a vu de tout et n'importe quoi. J'aurais tendance à dire le modèle télétravail à 100% est le modèle idéal. Le modèle télétravail à 100%, attention, cause de l'isolement social, des notions assez fondamentales sur la question de santé-sécurité, engagement au travail, notion de collectif, question d'œuvre commune. Je pense que la première condition du bonheur, et c'est pour chaque entreprise, c'est de respecter son ADN. Donc, toutes les entreprises n'ont pas effectivement les mêmes activités et d'explorer de manière importante, et c'est le principe de l'organisation du travail, c'est de comprendre le travail au cœur, de coller effectivement avec l'ADN, la culture, les activités de l'entreprise. Pour le ramener chez Airbus, c'est un groupe industriel, vous connaissez nos 3 divisions, commercial, défense and space et hélicoptère, avec un fort ancrage en matière effectivement de présence industrielle, beaucoup de compagnons, des blue collars comme on les appelle chez nous, qui montent des avions, et malheureusement ça ne peut pas se faire dans un jardin, j'aurais tendance à dire, ou dans un garage. Donc ça, c'est la première chose, première clé de succès et condition du bonheur pour moi, c'est coller effectivement à l'ADN de l'entreprise et penser le modèle. Deuxième condition du bonheur, et c'est le corollaire de la première, c'est d'associer les équipes. Qui mieux que les équipes sont en capacité de définir quel est le modèle qui va correspondre effectivement à leurs activités. Alors sur ce modèle, justement, on a des équipes, et c'est amené
créé un cadre de référence. Donc, je le rappelle, chez Airbus, c'est 2 jours maximum par semaine. Il s'avère que, vous savez, nous opérons dans différents pays. Donc, on a harmonisé l'ensemble des politiques, effectivement, et en fonction des accords locaux de nos différents pays. Principe collectif, avant le télétravail, vous aviez plutôt une relation individuelle. Un salarié venait voir son manager en disant est-ce que je peux télétravailler. La plupart du temps, c'était oui, il est autonome, donc je vais lui laisser la possibilité. Aujourd'hui, la nouvelle dimension et la condition clé, c'est d'amener le collectif au sein de cette réflexion. Donc, deuxième condition du bonheur, penser au niveau du collectif, en équipe. Chez Airbus, on a équipé avec des kits nos managers pour pouvoir accompagner ce mouvement. Troisième condition du bonheur, pour moi, et qui est primordiale, c'est l'attention au lien social. L'attention au lien social, on voit pour certains qu'il y a un délitement de lien social. Il y avait un article très intéressant dans Le Monde la semaine dernière avec quelques chiffres. Chiffres de la DARES, 2 salariés sur 3 en France ont déjà senti un sentiment d'isolement en matière de télétravail. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge tous collectivement sur ces questions, puisque c'est une question du futur du travail, avec des salariés isolés, désengagés. Ça pose des vrais soucis de santé publique, potentiellement à terme. Et puis, je voudrais y amener aussi un autre point, et les GAFA ne sont pas trompés. Je ne sais pas si vous avez vu, mes modèles comme Google ou Amazon n'autorisent pas du full télétravail, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincu, et ça c'est le principe de la sérendipité, que quand vous croisez un collègue dans le bureau que vous n'avez pas vu depuis longtemps, dans un couloir, ça va créer ce qu'on appelle de la cross-fertilisation, de l'innovation. Donc nous, chez Airbus, on est convaincus que, il faut garantir le lien social. C'est un enjeu à la fois pour nous au sein de l'entreprise, pour la collaboration, mais aussi un enjeu d'innovation. Donc ça, c'est ma troisième condition clé de bonheur. Quatrième, un peu trivial, mais je pense qu'on se dit que ça fonctionne, voilà. Mais il y a tout ce qui est backbone digital. Alors aujourd'hui, on le voit bien, on est en live. Fort heureusement, les moyens techniques, la bande passante, les outils de collaboration ont fait un bond dans l'ensemble des entreprises, et c'est une condition sine qua non, j'ose la rappeler, puisque quand vous êtes dans un meet et que vous devez intervenir et que malheureusement la connexion est coupée, ça pose d'autres soucis. Et dernier point, condition du bonheur, donc ma cinquième, ça ne peut être pensé que aussi avec une réflexion plus large sur nos espaces de travail. Ce qu'on va venir faire au bureau, c'est plutôt des activités de collaboration, je pense particulièrement au white collar, et ça nécessite pour de nombreuses entreprises de repenser la manière dont est configuré le design de leurs espaces de travail, assurer des espaces de collaboration, de concentration, des espaces de réflexion aussi, pouvoir accueillir un collectif, potentiellement avec des modalités aussi de flex office. J'en terminerai avec ces 5 points. Juste à titre de conclusion, et je pense qu'on est tous conscients effectivement de ces crises successives, malheureusement, qui viennent nous percuter. Donc après le Covid, malheureusement la guerre en Ukraine, malheureusement la crise énergétique, ces problématiques de crise aussi environnementale et sociétale. Ça fait beaucoup un maelstrom qui malheureusement fait que les entreprises doivent opérer dans cette nouvelle ère, qui est une ère de changement permanent. Et en toute humilité, chez Airbus, justement, par rapport à cette question de futur du travail, on a lancé un observatoire de l'hybrid working dans lequel nous réunissons l'ensemble des fonctions et des divisions, avec des gens qui sont plutôt en avant par rapport, dans les fonctions, et qui vont être aussi nos capteurs sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se déforme. Donc ce que je voudrais dire, c'est juste, en termes de conclusion, il faut pouvoir effectivement s'adapter de manière permanente, et l'enjeu, c'est l'adaptation de l'organisation du travail. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Séverine pour cette explication là, sur le contexte Airbus et tout ce que vous mettez en place. J'aimerais poser donc la même question un petit peu sur la vision de ce futur du travail, la situation et quelles sont les conditions de bonheur. Tu l'as bien dit Séverine. Chez Dell, Carole Fontaine, bonjour. Vous êtes à distance. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Carole, bienvenue à la table ronde. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en tant que DRH Europe chez Dell, ce que vous avez mis en place autour de ce futur du travail et ces clés de bonheur pour permettre un développement serein et épanouissant de votre entreprise?
Oui, tout à fait. Donc, merci de me donner la parole. Alors, juste pour redonner un peu de contexte, donc Dell Technologies, c'est une entreprise mondiale également, donc qui compte près de 130 000 collaborateurs dans le monde. On a 2000 personnes en France, donc 1000 sur Paris et 1000 sur Montpellier. Et notre métier, c'est de proposer, de produire des solutions technologiques, quels que soient les besoins, donc des ordinateurs, mais aussi toute la partie infrastructure avec les serveurs, le stockage, le cloud et des solutions de sécurisation des données liées autour de la mobilité ou encore avec des services associés. Donc, de par les solutions qu'on propose à nos clients, on avait déjà une certaine avance sur le télétravail depuis plus de. On avait un petit peu d'écho. On essaye de régler notre souci technique et on vous reprend plus tard toutes nos excuses pour le désagrément. Alors, on va passer au deuxième temps. Donc, on était sur des entreprises qui essayaient de définir des cibles. Là, on va faire un petit focus sur des entreprises structures qui positionnent des actions et des solutions innovantes. Et donc, Pierre, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Action Logement ? Du coup, Action Logement, effectivement, juste pour planter le décor, moi je suis directeur régional adjoint d'Action Logement. Action Logement, c'est une structure importante en France, puisqu'on est 18 000 salariés, on a 1 million de logements. C'est un groupe immobilier très important qui est financé par les entreprises pour loger les salariés des entreprises du secteur privé. Toutes les entreprises du secteur privé sont adhérentes à Action Logement et financent Action Logement. Et donc, du coup, comment on en vient à être aussi ici aujourd'hui à la mêlée numérique? On l'a dit ce matin en introduction, ça peut paraître un peu saugrenu, mais en fait, le sujet, c'est qu'on s'occupe du logement des salariés, que les salariés soient bien dans leur logement pour être bien dans leur emploi. Et donc, le phénomène de massification du télétravail, il y a 4 ans, avant même la pandémie, nous a interpellés en nous disant, mais si le logement devient aussi le lieu de travail 2 jours par semaine, forcément, ça va impacter notre métier. Forcément, la façon d'habiter va changer et forcément, le lieu aussi, peut-être où on va habiter, va changer. Et donc, il faut absolument que Action Logement s'intéresse à ce sujet parce que c'est fondamental. C'est un changement de paradigme très important. C'est-à-dire qu'avant, on habitait à un endroit, on travaillait à un autre et on allait de l'un à l'autre tous les jours. Si le travail se rapproche du logement et devient possible dans le logement, ça change beaucoup de choses et beaucoup de facteurs. On a une gouvernance paritaire. On est syndicat patronaux, syndicat salarié. Donc, du coup, on a interrogé cette gouvernance. Et la première chose que cette gouvernance nous a indiqué, c'est que dans le cadre du télétravail, le télétravail et le logement, ça aggrave les inégalités sociales. Donc, il y a des notions chez nous d'équité sociale. Quelqu'un qui est mal logé, notamment des jeunes en début de carrière qui ont des petits logements, des gens qui sont mal logés. Si en plus, il faut que 2 jours par semaine, ils travaillent chez eux, c'est un problème. Il y a un problème de santé. On a vu, après le confinement, de nombreuses études qui ont évoqué le fait que les gens qui travaillaient dans leur canapé, sur le coin de la table de la cuisine, ça provoquait des phénomènes de problèmes de dos, problèmes divers et variés. L'isolement, bien entendu. Hein, quand on travaille tout seul chez soi, on est tous des animaux sociaux et donc ça pose un problème. Bon, sans parler des problèmes d'équipement, d'ergonomie, de débit de bande passante à domicile, de problèmes de confidentialité éventuellement dans certaines professions. Bref, tout ça pour vous dire que globalement, que ce soit côté syndicat patronaux ou syndicat salariés, ils ont tous déterminé qu'il fallait qu'Action Logement, avec son positionnement sur le logement, peut-être trouve une voie singulière, une troisième voie, une alternative au télétravail au bureau et au télétravail à domicile. Et donc, on s'est attaché à créer les conditions d'une troisième voie qui permettrait, et c'est la clé du bonheur pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a identifié et qu'on l'a créé, on l'a co-construit avec les partenaires sociaux, les entreprises, etc. On essaie d'explorer cette voie dont on ne sait pas si elle sera la voie la plus adaptée, mais en tout cas, on la teste. Les gens qui sont en télétravail, majoritairement, sont pour continuer le télétravail. Le fait de ne pas se déplacer, de ne pas aller au bureau,
c'est un facteur très très important pour eux. On gagne 1 heure, 1 heure et demie de vie. Et pour gagner 7 heures ou 7 heures et demie de vie, on accepte les désagréments du télétravail à domicile. Mais on les accepte. Donc, majoritairement, les gens plébiscitent le télétravail. Et 3/4 des personnes interrogées, on a commandé une étude au Credoc récemment, et donc la réponse du Credoc, de l'enquête du Credoc, c'est que 3/4 des gens qui pratiquent le télétravail à domicile ont des désagréments pour le pratiquer à domicile. Isolement, enfin tout ce qu'on vient de dire. Donc, on se concentre sur cette idée, garder les avantages du télétravail, c'est-à-dire travailler près de chez soi ou près de chez soi, et gommer les désavantages. Et donc, naturellement, on a beaucoup travaillé avec la mêlée. Ça fait la 4e année que nous participons à la mêlée numérique, mais on a beaucoup travaillé sur les ateliers de co-conception des tiers-lieux. Donc, l'idée, c'est de créer des tiers-lieux à proximité du logement des salariés. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'idéation avec la mêlée numérique, avec tous les partenaires sociaux, les entreprises, les directions des ressources humaines, mais aussi des ergonomes du travail, des gens de diverses catégories qui peuvent intervenir sur le sujet. Et notre propos est de dire, on va susciter la création à moins de 15 minutes de l'endroit où résident les télétravailleurs. On va susciter la création de lieux qui soient parfaitement régulés, animés, qui correspondent parfaitement aux standards des entreprises, et on l'a déterminé avec eux, jusqu'à la cybersécurité. On a fait un atelier hier sur le sujet avec les DSI de ces différentes entreprises qui sont impliquées dans le sujet, qui maximise la qualité de vie au travail, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de reproduire les conditions de vie au bureau simplement, il s'agit d'apporter également un supplément d'expérience de vie. Et également, on a une dimension aussi d'aménagement du territoire dans notre projet. Nous sommes impliqués avec le gouvernement dans le projet Cœur de Ville, c'est-à-dire revitaliser les villes moyennes, en construisant du logement dans les cœurs de villes moyennes. Avec ce projet-là, on a l'ambition de créer ces espaces justement au cœur des villes moyennes, pour que ça contribue à la création de logements, mais aussi à la création d'économies et d'emplois. Et donc, du coup, ces lieux sont très interfacés. On a été sélectionné par l'ADEME sur ce sujet-là, dans le cadre du programme Coopération et Territoire, Coopter. Ils sont très interfacés avec les collectivités. Et les 3 parties prenantes, entreprises, collectivités, salariés, si on différencie entreprise et salarié, parce que c'est une et même chose, l'entreprise n'est est constituée des gens qui y travaillent, mais les 3 parties prenantes doivent y trouver leur bonheur, à la fois dans le management et dans l'optimisation de la valeur ajoutée de l'entreprise, à la fois dans la qualité de vie au travail, et à la fois globalement dans l'aménagement du territoire pour un aménagement plus harmonieux. Et également, évidemment, on a une dimension écologique, transition écologique, qui est très importante, puisqu'on diminue les trajets des navetteurs. Et donc, en ça, on contribue à des économies de tonnes de CO2 de manière importante. Merci beaucoup, Pierre. Clémentine, parlez-nous un petit peu d'Oise. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous apportez à la résolution de ce questionnement? Et vos conditions clés du bonheur, vous aussi. Bonjour à tous. Donc déjà, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait chez Wooz, donc en fait c'est une solution SaaS qui vient accompagner en fait les entreprises dans leur stratégie de gestion des talents. Et cette problématique me parle particulièrement déjà à 2 niveaux. En tant qu'employé, moi je travaille chez Wooz et on est sur une société qui pratique le flex office, qui pratique le télétravail sans réglementation en fait de jours par semaine. Et moi, ce que je peux vous partager sur mon expérience, c'est cet onboarding que j'ai fait chez Wooz complètement à distance, qui a été en fait constitué de pas mal de rituels pour créer en fait cette adhésion en fait au projet de Wooz et à la culture d'entreprise, garder cet ADN de Wooz. Et c'est vrai qu'une fois qu'une entreprise a réussi à transmettre son ADN à distance, le fait d'avoir son propre bureau n'a plus vraiment d'importance. Donc pour mon expérience et puis mon quotidien chez Wooz, c'est d'échanger avec des dirigeants, des C-level sur cette transformation en fait de leur organisation, cette transformation pour ces nouvelles méthodes de travail.
et répondre justement aussi aux besoins de leurs employés. Chez WOZ, en fait, on va venir les aider à comprendre qui travaille chez eux, qui sont leurs talents, quelles sont leurs compétences, et donc venir cartographier vraiment tout leur environnement. Ça va leur permettre d'avoir une vraie vue de qui font partie de leurs effectifs et de leur environnement, et surtout de leur offrir beaucoup de possibilités. Parce qu'on parle de télétravail, de flex office, mais je pense que c'est la clé du bonheur aussi quand on va un peu plus loin, quand ça n'affecte pas juste une logistique, quand ça vient affecter aussi le management, l'organisation vraiment à son cœur, et donc venir digitaliser tous ces processus viennent aider les entreprises. Je vais vous donner quelques exemples qu'on peut voir chez nos clients. Là, avec la crise du Covid, ça a été un électrochoc pour beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas forcément la vue de qui travaillait chez eux, sur quoi, qui était disponible, faire face aussi à cet isolement en fait, de leurs collaborateurs. Et avec WOZ, on a pu accompagner beaucoup de clients sur cette cartographie. Ce qui a donné, par exemple, pour l'un de nos clients, la possibilité de développer complètement une nouvelle stratégie commerciale. En fait, le dirigeant s'est rendu compte que s'il avait une personne qui avait la compétence, qui avait le savoir-faire à Marseille, en fait, elle pouvait intervenir sur un projet à Nantes, à Paris, mais même à Londres, à Bruxelles. En fait, ça a permis d'ouvrir tout un champ de possibilités et un axe de croissance nouveau pour l'entreprise. Et on peut le voir aussi plus récemment avec la guerre des talents. C'est un sujet, je pense, qui est au cœur des préoccupations de tous les dirigeants. Comment en fait réussir à vaincre cette pénurie de recrutement? Aujourd'hui, moi, j'accompagne beaucoup de dirigeants sur cette notion de peut-être en fait que le talent fait déjà partie de mes effectifs. Peut-être que la solution n'est pas de faire du recrutement pour du recrutement, mais de développer en fait cette pratique du upskilling, du reskilling, de mettre en place des plans de formation pour tous ces employés qui ont cette volonté en fait d'évoluer. Et donc en fait, WOZ met à disposition cette possibilité, ce lien en fait entre le manager, le dirigeant et le collaborateur, puisqu'il peut partager directement sur la plateforme ses souhaits de mobilité géographique, ses souhaits de télétravail ou non, parce que comme on le disait tout à l'heure, le télétravail ne devrait pas être obligatoire. Il faut laisser la possibilité en fait à ceux qui en sont friands de le faire et ceux qui ne sont pas réceptifs de ne pas en faire. Si une personne veut évoluer sur un nouveau métier, un plan de formation lui sera directement proposé et il pourra suivre en fait sa montée en compétences directement sur la plateforme. Ça rajoute en fait ce lien entre les ressources humaines et l'employé. Et ça permet aussi d'intervenir sur un autre aspect de cette guerre des talents, c'est la rétention de l'employé. En fait, on vient donner de la visibilité sur les opportunités en fait, aux collaborateurs. Donc, quelles sont les opportunités en interne à l'avenir, différentes missions si on est sur des projets externes, mais aussi pour un employé d'évoluer sur d'autres métiers, du management, et lui donner cette visibilité qui comble en fait cet isolement parfois dû au télétravail. Donc, c'est plein d'éléments en fait sur lesquels WOZ vient aider à la fois le dirigeant et le collaborateur sur cet isolement et cette nouvelle méthode de travail en digitalisant en fait tous ces processus. Donc pour répondre à la question, je pense que la clé du bonheur, c'est surtout dépasser en fait cette notion de juste logistique et de vraiment accompagner avec un nouveau management et pas juste faire comme avant le télétravail, avant le Covid, faire mieux qu'avant. Voilà. Merci beaucoup. Carole, est-ce que Carole est connectée ? Non. Bon, on l'a vu, puis elle a redisparu, on a toujours un problème de connexion. Fanny, en attendant que Carole puisse se connecter de façon sereine avec nous, est-ce que vous pouvez nous présenter Harmonie Mutuelle et le périmètre de vos actions sur ce sujet, s'il vous plaît ? Harmonie Mutuelle, c'est 5600 collaborateurs, 5 millions de personnes qui nous font confiance, plus de 60 000 entreprises qu'on accompagne en tant qu'acteurs de santé, de prévention et de prévoyance. La prévention chez Harmonie Mutuelle, comment ça fonctionne ? Eh bien, on accompagne aussi bien les entreprises que les associations, quel que soit leur statut, leur taille et leur secteur d'activité, grâce à des actions sur mesure et des formations qui sont référencées Calliope, c'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir prétendre à un financement par son organisme de formation. Alors, on fait de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire, ça va permettre
au travail de s'adapter à l'homme en fonction de ses conditions de travail et de son organisation. Grâce à des diagnostics, on va pouvoir aller interroger ces facteurs-là, notamment grâce à un diagnostic qui s'appelle Harmonie potentielle humain, dont nous avons l'exclusivité France, qui va permettre de mesurer l'énergie des équipes grâce à un diagnostic individuel et collectif qui va permettre de réaliser un plan d'action sur mesure. Enfin, la prévention secondaire, c'est le fait de pouvoir adapter l'homme au travail. Par exemple, le travail en horaire décalé, c'est un fait, on ne peut pas le changer. Comment on fait pour outiller et former les collaborateurs pour qu'ils le vivent le mieux possible? Pour terminer, la prévention tertiaire, ici on peut parler de curatif. Vous avez une situation de crise qui est avérée, il faut agir tout de suite, maintenant, pour atténuer les conséquences. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc télétravail, donc bien évidemment travail à domicile. Et pour le flex office, on peut l'aborder de différentes façons, notamment le fait de ne pas avoir de bureau attitré lorsque vous venez sur site. Et ensuite, c'est une question de perception individuelle. Il y a des personnes qui vont parfaitement se retrouver dans le télétravail. Meilleure conciliation vie pro, vie perso, plus aucun temps de trajet. Bonnes conditions de travail, bureau aménagé, pièces isolées. Et il y a des personnes pour qui c'est tout à fait OK que le travail entre chez elles. À l'inverse, vous avez des personnes qui sont réfractaires au télétravail parce qu'au contraire, il faut qu'il y ait une séparation entre le pro et le perso. Donc, ce n'est pas OK pour elles que le travail entre chez elles. Il y a des personnes qui n'ont pas non plus les conditions de travail requises pour travailler de manière optimale chez elles. Il y a des personnes qui ont travaillé sur des tabourets de bar pendant très longtemps et qui aujourd'hui font encore des séances de kinésithérapie parce qu'ils n'avaient pas de bonne posture. Et vous avez aussi des personnes pour qui le lien social est très important et ils en ont besoin au quotidien. Donc là, c'est vraiment une question de perception individuelle. Pour le flex office, de la même manière, c'est une question de perception. Le fait d'avoir un bureau qui ne soit pas personnalisé, pour certaines personnes, c'est OK. Pour d'autres personnes, pour travailler en confort, elles ont besoin d'avoir leurs photos, les objets auxquels elles tiennent, leurs plantes. C'est une question de perception. Donc, lorsque je rencontre les interlocuteurs des entreprises, les questions que je leur pose, ça va être de savoir où elles en sont, quelle est leur organisation, pourquoi ce ou ces choix ont-ils été faits, comment les salariés le perçoivent. En fait, l'idée, c'est de venir en conseil, de venir en appui des politiques RH et sociales de l'entreprise. Il faut savoir que les enjeux sont à différents niveaux. Il y a l'enjeu pour le dirigeant, parce qu'il faut qu'il assure la pérennité de son entreprise tout en préservant le capital humain qui est la ressource qui fait vivre son entreprise. Il y a la partie managériale. Comment un manager fait pour manager à distance? Et enfin, d'un point de vue salarié, comment garder le sens au travail lorsqu'on est en télétravail ou en flex office et comment garder le lien avec ses collègues. Je vais vous donner un exemple d'entreprise que j'accompagne. Donc une entreprise d'une centaine de salariés qui, d'ici la fin de l'année, va passer à plus de 50 salariés. C'est considérable. C'est dans le cadre d'un projet temporaire. Donc il n'est pas question d'agrandir les locaux ou d'avoir de nouveaux locaux. Ils ont donc décidé de passer au flex office. D'un point de vue télétravail, avant 2020, ça n'existait pas. Ils en font depuis 2020 et aujourd'hui, les salariés ont le choix d'en faire jusqu'à 3 jours par semaine. Ils ont mené une enquête en interne et ils se sont rendus compte qu'il y avait une perte de contact et que les salariés étaient en manque de lien social, justement. Leurs besoins étant 2 points. Réaliser une charte de télétravail qui, à ce jour, était inexistante. Et ensuite, renforcer la cohésion d'équipe dans le contexte que je viens de vous donner. Donc la proposition que j'ai réalisée, c'est de travailler sur la charte de télétravail en mettant en place un comité de pilotage représentatif. C'est-à-dire qu'on va faire appel à toutes les entités de l'entreprise. La direction, les ressources humaines, managers, salariés, représentants du personnel pour que ce soit le plus représentatif possible. L'idée, c'est de limiter l'exposition aux RPS, les risques psychosociaux, de s'organiser pour promouvoir l'engagement collectif et individuel. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point de l'accompagnement, ça va être de renforcer la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail, tout en renforçant la cohésion d'équipe. Pour ça, on va mettre en place un groupe de travail avec des espaces de discussion qui vont mettre le doigt sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et réfléchir ensemble à des pistes d'action concrètes. L'idée, je pense que vous l'avez compris globalement, c'est de mettre en relation les besoins du terrain et les enjeux au niveau de la direction. L'avantage que l'entreprise a à travailler avec nous, c'est que lorsqu'on aura terminé l'accompagnement, l'entreprise sera autonome. Pourquoi ? Parce qu'on va lui transmettre les clés, les outils et des méthodes qui lui permettront de pouvoir le gérer une fois qu'on sera parti. Donc l'entreprise ne va pas devoir investir tous les ans pour qu'Harmonie Mutuelle vienne l'aider. Ça, c'est un gros avantage. Donc pour répondre à la question si c'est la clé du bonheur, oui, avec un accompagnement régulier et le fait de sonder les équipes régulièrement, parce que aussi bien les salariés que le contexte de l'entreprise change régulièrement. Donc il faut le mesurer et agir régulièrement. Merci beaucoup Fanny pour cet exposé en fait, de tiers de confiance et de médiation avec les entreprises et les structures publiques et privées. Carole, est-ce que vous m'entendez ? Super. Écoutez, toutes nos excuses pour le désagrément. Je vous redonne la parole. On n'avait pas vraiment pu entendre les premières phrases de votre exposé. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de repartir voilà, pour qu'on ne perde pas la substance de ce que vous allez nous expliquer. Merci, Carole. Dans le monde, avec 2000 personnes en France, 1000 à Montpellier et 1000 sur Paris. Notre métier, c'est de proposer de produire des solutions technologiques, que ce soit les ordinateurs, mais aussi toute la partie infrastructure, serveur, stockage et cloud, et des solutions de sécurisation des données. De par la nature des solutions qu'on propose à nos clients, on a déjà une certaine expérience du télétravail que l'on pratique depuis plus de 10 ans avec 50% des collaborateurs et depuis mars 2020 avec plus de 90% des équipes, et on a exclu évidemment les métiers de production en usine de l'éligibilité au télétravail. La période de confinement nous a permis de faire travailler la quasi-totalité de nos collaborateurs en télétravail et de matérialiser aussi que nous étions plus productifs en prenant toutefois conscience des risques associés de surconnexion, d'isolement, de charge de travail et autres. Depuis mai de cette année, donc assez récemment, on a réouvert nos sites en France également, et on a pu accueillir à nouveau nos collaborateurs avec en moyenne 1 à 2 jours de retour sur site. Pendant ces 2 années, on a fait évoluer notre politique RH, nos politiques managériales, en intégrant les nouveaux modes de travail, notamment le travail hybride. Nous sommes fortement appuyés pour faire ce travail de réflexion et de vision sur notre culture d'entreprise, pour préciser ce qu'on voyait et ce qu'on entendait par travail hybride, avec notamment cette notion que le travail n'est plus un lieu en soi et que ce qui compte pour nous, ce sont les résultats et la manière dont le travail est réalisé. Au sein de Dell, nous ne croyons pas qu'une seule approche fonctionne pour tous les rôles, les équipes ou les collaborateurs. Et c'est pour cela qu'on n'a pas défini de règles générales qui s'imposent à tous. Et ce qui nous est apparu important, c'est de maintenir le juste équilibre entre les nouveaux besoins des collaborateurs et les priorités de l'entreprise, de l'organisation et donc de l'équipe. En nous appuyant sur notre culture et nos valeurs, 4 notions ont émergé pour devenir des fondamentaux managériaux. Donc, maintenir la flexibilité que les collaborateurs ont eue pendant plus de 2 ans, s'assurer de l'équité pour chacun des collaborateurs, qu'ils travaillent sur site ou qu'ils travaillent à distance, assurer une communication à l'attention de tous claire et inclusive en proposant systématiquement des liens pour des conférences ou des réunions hybrides. Et enfin, donc la 4e notion, c'est développer et nourrir le sentiment d'appartenance. Donc, de manière concrète, nous avons proposé à nos managers de faire le point sur les besoins individuels de leurs collaborateurs et en fonction de ces éléments, de mettre en place des bases de fonctionnement d'équipe qui peuvent évoluer dans le temps.
Donc, cette demande de flexibilité des collaborateurs demande aussi à l'entreprise et à nos managers de veiller au bon équilibre entre performance individuelle et collective et bien-être des collaborateurs, et pour ce, donc de faire des points réguliers avec les collaborateurs pour s'assurer que tout se passe au mieux. Donc, on a une enquête annuelle auprès de l'ensemble des collaborateurs dans le monde et cette année, en juin dernier, donc celle-ci a démontré que notre culture d'entreprise et la flexibilité sont vraiment les 2 éléments clés qui sont plébiscités par les collaborateurs, quel que soit l'âge et l'ancienneté dans l'entreprise. Au niveau de notre site de Montpellier, donc on a 1000 personnes, nous avons à cœur de maintenir cette notion de flexibilité pour servir notre marque employeur dans une logique de rétention et d'attractivité des talents. Et il est vrai que quand on rencontre des candidats, quel que soit l'âge, cette notion de télétravail et de flexibilité est vraiment au cœur des discussions. Nous souhaitons apporter la meilleure expérience collaborateur, qu'elle soit virtuelle ou physique. Et pour ce faire, on a fait évoluer nos pratiques d'animation du site autour de 3 notions. Donc, l'amélioration des espaces de travail pour intégrer les nouveaux besoins, donc plus centrés autour de cette envie de se sociabiliser et de travailler ensemble. Et donc, du coup, d'adapter avec des espaces plus attractifs et évolutifs en fonction des besoins. Le deuxième point, c'est la technologie. Donc, on avait su équiper nos collaborateurs pour être très efficaces à la maison. Donc, l'idée, c'est aussi de leur proposer de revenir sur site avec des équipements adéquats pour mener des réunions hybrides efficaces, avoir des salles de réunion plus inclusives avec des capteurs de son et des images ultra performantes, où la salle devient en participant et se connecte comme automatiquement. Un autre exemple plus individuel, c'est de donner la possibilité de se préserver du bruit, comme c'est le cas à la maison, avec des casques anti-bruit notamment. Le dernier axe, c'est l'axe managérial, donc s'appuyer sur notre communauté managériale pour échanger, partager. Nous avons co-créé avec des managers un guide pour le management hybride avec des conseils pratico-pratiques pour booster l'engagement, la collaboration et donner aux managers la possibilité de réenchanter le bureau. Donc, pour répondre aux besoins des managers, on a créé 2 personae dans ce guide, donc le manager en présentiel et le manager en virtuel. Et nous pensons qu'un collaborateur engagé est un collaborateur satisfait. Donc, pour nous, la prise de feedback continue fait partie de nos rituels managériaux et nous permettent d'adapter notre posture managériale aux besoins des collaborateurs et de proposer aussi une offre site aux collaborateurs. Donc, il y a cette responsabilité managériale de faire vivre le monde hybride et puis la responsabilité de l'entreprise, de la direction, de donner envie aux collaborateurs de revenir sur site en se retrouvant et en partageant ensemble des moments conviviaux. Pour ça, nous, depuis qu'on a réouvert nos sites en mai-juin de cette année, on propose des activités et des événements pour permettre aux collaborateurs de se retrouver. On n'impose pas de participer à ces événements ou de revenir sur site, mais la réalité montre que les personnes viennent, participent, et ça, c'est un super outil de prise de feedback pour nous. Alors, est-ce que le télétravail et les nouveaux modes d'organisation sont la clé du bonheur ? Il me semble en tout cas que ce sont des moyens permettant de travailler sur la notion de satisfaction des collaborateurs, mais que ce ne sont pas les seuls. Et en tant qu'entreprise, on doit aussi se poser les questions autour des leviers de motivation et de responsabilisation avec les notions de plaisir au travail, de reconnaissance, de soutien et support social et de sens au travail. Et les derniers tendances et phénomènes mondiaux avec la vague de grandes démissions partant des États-Unis et impactant d'autres pays, a aussi montré que le sens au travail était devenu une vraie quête pour les collaborateurs. Et je pense qu'en tant qu'entreprise, on doit aussi se poser ces questions-là. En tout cas, pour nous, c'est un sujet sur lequel on a engagé notre communauté de managers et sur lequel on réfléchit pour donner plus de sens au travail à nos collaborateurs au quotidien. Merci beaucoup, Carole, pour cet exposé. Merci à vous. Moi, je voulais vous adresser une question collective avant qu'on rentre sur les questions de chat et questions publiques. Dans les tables rondes, en effet, on expose souvent tout ce qui marche bien, ce qu'on a décidé de faire, la stratégie, les moyens qu'on met en œuvre et la situation la plus idéale. Moi, j'ai été manager, j'ai eu 1000 personnes à une époque. À l'époque, il n'y avait pas le Covid, il n'y avait pas de télétravail, ce n'était pas très compliqué. Je suis parti 3 ans en expatriation, je reviens en France, je travaille dans une PME. Et je me confronte à une situation, excusez-moi, c'est pas bien sûr, c'est le bordel, quoi.
J'ai souhaité laisser les gens un peu libres dans la continuité de ce qu'ils avaient vécu. Tout le monde était en télétravail. Nous, on est dans l'IT, donc on fait du service. J'ai laissé les gens libres. Et puis la semaine dernière, donc vous faites du télétravail comme vous le sentez. Vous connaissez les contraintes de l'entreprise, les objectifs. Et là, on m'appelle de Paris. J'ai une équipe qui est à Paris, une grosse équipe commerciale. Et on me dit, ah ben c'est bizarre, on ne voit plus beaucoup les commerciaux, ils sont tout le temps en télétravail. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça se corrèle assez facilement avec un outil de CRM. On voit la baisse phénoménale de productivité. Et donc, dans vos expériences à vous, outre ce que vous souhaitez qui marche et qui marche, quels sont les vrais pain points que vous rencontrez, des situations vraiment là où c'est compliqué et où vous vous dites ça va être compliqué. Dans notre culture française, en plus, moi je reviens de l'étranger, en plus il y a la culture française. Oui. Donc moi, je vais peut-être en évoquer quelques-uns. Enfin, ce qui est compliqué, je pense, c'est alors des phénomènes exogènes. Mais par exemple, quand on a dit allez, tout le monde revient au bureau parce qu'on veut justement recréer, pour rebondir sur disait Carole, ce lien social, cette nécessité de faire œuvre ensemble, d'être là et de se retrouver. Ce qui s'est passé, c'est que, et nous on a différentes régulations puisqu'on est implanté dans différents pays. Et ben dommage, lockdown de nouveau en Allemagne, par exemple. Donc ça, c'est la première difficulté, je pense. Deuxième difficulté, et c'est là où c'est important aussi de reconnecter, c'est pour ça que je pense que les DRH se sont attelés à la reconnexion physique, c'est exactement ce que vous mentionnez, Didier. On a en fait des gens qui ont pris une certaine latitude au moment de cette crise Covid, qui ont continué à fonctionner avec un sursaut d'énergie aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et là, on rentre dans quelque chose qui devient peut-être un peu plus pérenne, donc avec des déformations et une prise d'individualisation par rapport au collectif. Donc chacun, et on le voit bien dans les entreprises, chacun va, et pas seulement sur cette question de flexibilité au travail, mais sur d'autres questions, chacun va faire en fait ce qu'il agrée, potentiellement en préemptant un peu le côté collectif. Et l'enjeu pour les entreprises, c'est justement de rappeler la règle. Alors moi, j'ai participé à des choses, alors des gens qui vont me dire, je suis en télétravail le mercredi parce que c'est plus pratique pour amener mes enfants, tu comprends, j'en ai 3 et tout ce qui s'ensuit. Et là, je pense, et c'est aussi le devoir des entreprises, de reposer les fondamentaux en fait de ce qu'on fait, quelle est la notion du travail, ce qu'on peut faire, pas faire, et de dialoguer autour de ces notions. Voilà, peut-être 2 points, mais c'est vrai qu'il est nécessaire. On a vécu, et on va dire à la décharge des salariés aussi, un moment très difficile. On doit saluer fort heureusement le courage des salariés, l'organisation, parfois effectivement dans un certain chaos, pour pouvoir maintenir la business continuity, enfin la continuité du business. Donc je pense que c'est important aussi maintenant de revenir à, on redéfinit le cadre, on définit la liberté qu'on peut avoir dans ce cadre et on réinstalle aussi ces conditions de collective qui sont quand même le substrat de pourquoi on fait œuvre commune dans une entreprise. Voilà. Alors on a connu les mêmes tracas chez nous. Je crois que tout le monde l'a connu. Moi, je ne parlerai pas en tant que manager qui s'occupe de ces sujets dans une entreprise, mais par contre, ce qu'on ressent bien, c'est que le télétravail à domicile, ça mélange tout. C'est-à-dire que le domicile devient le lieu de travail, la famille, le travail, tout ça se mélange et tout ça devient quelque chose de pas organisé, quoi. Et il y a des gens qui s'en débrouillent très bien et il y en a d'autres qui ne savent pas s'organiser. Voilà, mais je crois que tous, on a vécu ça à un moment. Je prends le télétravail le mercredi parce que c'est plus facile pour amener les enfants à l'école, mais on l'a entendu 1000 fois, quoi, ou à d'autres occasions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui relève du mélange délicat du travail et de la vie pro et de la vie privée. Et donc, on a dit à une table ronde, je ne sais plus exactement laquelle, je crois que c'était la première ici avec Toulouse Métropole et TCO, il y a des sociologues qui ont étudié également ce sujet-là de la charge mentale aussi de la vie privée, qui reste quand on reste travailler à domicile. On a les 2 charges. On a la charge du travail et également, et notamment pour les femmes, encore plus pour les femmes, la charge mentale du boulot à la maison. Et toutes ces personnes ont documenté, et je crois que ce n'est pas nouveau, le fait que le trajet qu'on fait le matin pour aller au boulot, si il ne consiste pas à passer entre 20 minutes et 1h30 dans le périph' avec toute l'incertitude qu'on a et l'horreur que c'est des embouteillages. Mais si c'est un trajet court
et régulier et sûr, eh bien, ce fait de sortir de chez soi, de fermer la porte, on laisse la charge mentale de la maison à la maison. On prend la voiture, il y a un petit temps de 5, 10, 15 minutes. Nous, on a prévu que les lieux soient à 15 minutes maxi pour que l'avantage du télétravail à domicile ne soit pas gâché. Mais ces petites 10 minutes, c'est le sas où on se repositionne sur le travail de la journée. J'ai 2 visios, je dois voir mon manager à telle heure. Bon, ça se met en place et on arrive, alors soit au bureau, soit dans un espace de corpo-working. Et quand on rentre dans cet espace de corpo-working, il a été co-conçu par les partenaires sociaux, les entreprises, les ergonomes et tout, les dizaines de personnes qui ont participé à la conception, pour qu'on rentre dans un espace qui n'est pas l'entreprise que je connais, mon entreprise, mais c'est quand même une émanation de mon entreprise. On y retrouve des salariés de différentes entreprises, mais on est dans un lieu consacré au travail. Et il y a aussi des notions de déconnexion, de je ne sais plus jusqu'à quelle heure je travaille. Alors il y a ceux qui travaillent, qui font les 10 derniers mails parce qu'ils sont en retard jusqu'à 5 minutes avant le dîner. Et il y a ceux au contraire qui se connectent, qui se déconnectent plus tôt, ou ceux qui ne savent pas s'organiser et qui vont faire les courses au milieu de la matinée, qui se déconnectent, qui se reconnectent, etc. Enfin bref, il y a toutes ces possibilités. Quand on est dans un lieu de travail, c'est différent parce que non seulement dans un lieu de travail, donc on a notion des heures, enfin des heures de travail, etc. Et puis on a des collègues autour, ou des collègues d'autres entreprises. Et donc du coup, c'est complètement différent. On est dans une atmosphère de travail. Et je crois que ça, la séparation entre la vie privée et la vie pro, je pense que c'est un élément fondamental, pour moi en tout cas, de bonheur, enfin en tout cas de ne pas mélanger les deux univers qui quelquefois ne se mélangent pas harmonieusement. Il y en a qui savent, il y en a d'autres qui ne savent pas. Bah, du coup, je vais rebondir, mais plus dans ma vision, moi aussi pas de manager. C'est très étrange, je pense que ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Personnellement, cette séparation en fait, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, je pense qu'il y a vraiment 2 cas de figure. Les personnes qui ont besoin justement de cette fracture physique, de vraiment avoir son espace de travail, ses conditions, et donc du coup une pièce dédiée, un environnement dédié chez soi pour justement faire, à défaut de faire ces 5 minutes en voiture, de faire ces 5 minutes dans la maison pour vraiment dissocier et faire ce sas. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont avoir cette capacité à juste se déconnecter. Mais cette capacité, je pense qu'elle est fragile et que, justement, on peut très vite tomber sur, je pense que Carole le disait aussi, sur cette surconnexion, cette surdisponibilité auprès de ses managers, auprès de son travail. Parce que voilà, cet équilibre est très fragile. C'est vrai que le fait d'avoir cette fracture physique permet vraiment de la définir et de la consolider. Mais pour toutes ces personnes qui n'ont pas forcément l'occasion ou qui préfèrent, vous le disiez tout à l'heure, de négliger en fait, pour ce bien-être, cette praticité en fait, à ne pas faire ces trajets en voiture, à ne pas faire ces déplacements, je préfère négliger en fait et m'accorder en fait de flouter un petit peu cette délimitation. Je pense que c'est aussi le travail aussi, justement de l'organisation et du manager de vraiment, vous le disiez, de mettre un cadre dans la liberté. Des fois, trop de liberté tue la liberté. Et donc, du coup, rajouter ce cadre permet aux employés de se concentrer sur vraiment leurs tâches et justement de faire cette dissociation. Alors moi, je vais revenir sur ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est vraiment une question d'individualité. C'est une question de perception. On est tous différents et en plus, on évolue. Je vous parlais de quelqu'un que je connais très bien, moi. Il y a un peu plus de 5 ans, vous m'auriez parlé de faire du télétravail. Je vous aurais dit non. Très clairement, non. Parce que je n'avais pas de pièce dédiée, parce que mon logement n'était pas fait pour et que j'étais à 7 minutes de mon lieu de travail. Donc le télétravail, non. Aujourd'hui, je vis en périphérie de Toulouse. Le périphérique, Pierre en a parlé. Aujourd'hui, le télétravail, je dis oui. Et je lève la main bien haut, très clairement. Parce que, et aujourd'hui, de la même manière, j'ai évolué. Et aujourd'hui, j'ai un bureau qui me permet d'être isolé dans mon domicile. Et j'enlève entre 1 heure et 1 heure et demie de trajet aller pour aller sur mon lieu de travail. Donc, ça dépend aussi de la manière dont est l'individu à l'instant T. C'est très important. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de le mesurer régulièrement, parce que le contexte de l'entreprise change,
mais la manière dont les salariés le vivent et le perçoivent en fonction de leur propre réalité change aussi. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut accompagner, c'est effectivement le retour sur site. Le faire de manière brutale du jour au lendemain, pas sûr que vous ayez une adhésion totale. Donc, ça s'interroge. Et l'idée, encore une fois, c'est de faire de la prévention de primaire en le mesurant avec des enquêtes, avec des diagnostics, pour recueillir les besoins et les réalités du terrain, que ce soit salarié ou manager, et de voir dans quelle manière on l'accompagne de manière progressive pour que tout le monde y trouve son compte. Merci Fanny. Carole, vous avez des précisions à nous apporter à distance sur ma question? Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Pardon? Oui? On vous entend très bien, Carole, je confirme. Ah d'accord, pardon, excusez-moi, j'attendais un retour. Donc oui, j'avais quelques précisions à apporter, notamment ce qui me semble important de préciser, c'est effectivement, je pense que le besoin est très individuel euh, et qu'on n'a pas tous la même maturité par rapport à ce dont on a besoin, en tout cas pas le même recul. Pour ma part, je sais ce qui est important pour moi et j'arrive à adapter mes besoins avec ceux de l'organisation et de l'entreprise. La notion de sociabilisation me semble importante. La coupure entre le perso et le professionnel me semble importante aussi pour les collaborateurs. Ce qu'il faut avoir et garder en tête, c'est qu'aller sur site, ça demande aussi de revoir son agenda parce qu'à la maison, encore une fois, on est plus productif et on peut passer notre journée à enchaîner des réunions en virtuel. Si c'est pour passer 9 heures de son temps de travail sur site derrière son écran, je crois que c'est plus adapté aujourd'hui. Donc c'est aussi se poser ces questions-là. Qu'est-ce que la venue sur site va pouvoir m'apporter de différent de ce que je ne vais pas pouvoir avoir chez moi? Et pour moi, le manager a un rôle clé à jouer dans ça, c'est-à-dire que, comme je l'évoquais, on n'a pas tous la même maturité par rapport à ça. Donc c'est en questionnant, en écoutant activement et en conscience qu'on peut arriver à identifier effectivement ce qui fonctionne bien et moins bien en termes de pratique chez un collaborateur. Merci Carole. Alors nous allons, avant de passer aux questions du public, on a une question chat. Donc je vous la lis, je vous la livre à tous les 5, si vous savez y répondre. Quelles études sur le bien-être des salariés qui n'ont pas de bureau fixe par rapport au sentiment d'assurance de son bureau? Est-ce que quelqu'un peut essayer de répondre à cette question s'il la comprend complètement? Je comprends, voilà. Je pense que je comprends la question, Séverine Parfait. Blanchard. Alors, des enquêtes et des études, il y en a pléthore. Tapez sur Internet, vous allez voir un certain nombre de choses. Il y en a certaines qui sont plus patentées que d'autres, voilà, en termes de sérieux. Je pense que ce qui est important, c'est justement de pouvoir lire des études qui peuvent être très divergentes pour pouvoir justement essayer de trouver cette voie médiane qui permet d'appréhender le sujet avec beaucoup de sérénité. Peut-être il y a pas mal d'études sur la DARES. Je sais aussi qu'il y a des études, alors là, des salariés à 100% en télétravail. On est plutôt sur des études sur des entreprises de services. Voilà, je vous invite à aller là. La semaine dernière, il y avait un article très intéressant dans Le Monde avec, entre autres, une sociologue qui s'appelle Danielle Linhart et qui étudie les phénomènes de déréalisation justement liés à cet isolement de certains salariés, et y compris chez les plus jeunes, hein, parce que attention aux stéréotypes en disant que les plus jeunes sont fervents de ces modalités de télétravail. Enfin, il faut penser qu'un être humain est avant tout un homo sociabilis avant d'être un homo numericus. Donc, essayons justement, enfin, de raison garder. Je vous invite à regarder tout ça. Voilà. Je ne pourrais pas vous citer une enquête, il y en a eu tellement. Enfin, voilà. Mais... Merci beaucoup. Je crois que, en fait, peu importe l'enquête, parce que l'enquête, elle va porter sur des choses qui sont en cours d'élaboration. Enfin, on le disait tout à l'heure. Je crois que tout l'enjeu, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire chez soi, ou à côté de chez soi, en tout cas en télétravail. Et puis, quand on va sur site, enfin, vous l'avez tous dit,
Quand on va sur site, l'enjeu de l'entreprise et des managers, c'est de créer sur site des activités différentes de ce qu'on fait à la maison et avec plus de valeur ajoutée. Et notamment, tu parlais de la sérendipité tout à l'heure, le fait que les gens se rencontrent, puissent échanger des choses, etc. Ça, il faut le conserver. Mais l'expérience des salariés sur le site de travail habituel, elle va changer aussi. Donc, du coup, la notion d'attachement à un bureau qui nous est propre, vu les activités qu'on va pratiquer dans les nouvelles organisations, ça va perdre son intérêt, en fait, il me semble. Parce qu'on ne va pas faire les mêmes choses et l'organisation du travail sur site ne sera pas la même. Merci. Une autre question du chat. Avez-vous des conseils pour un onboarding réussi, surtout à distance? Plus pour Ouz. Voilà. Alors, je vais vous partager plutôt, je ne sais pas si j'ai un conseil en particulier, mais je vais vous partager mon expérience et aussi, c'est une expérience qui a été partagée par l'un de mes amis qui travaillait aussi chez un autre gros éditeur qui a dû faire son onboarding à distance et qui travaille sur un poste 100% remote. Je pense que le B à bas, ça va être de rendre un visio un peu moins formel. Je parlais de ça juste ce matin avec un dirigeant d'entreprise. En fait, réussir à faire en sorte qu'un moment visio, ce n'est pas juste discuter d'un sujet travail. Moi, quand je suis arrivée, en fait, on m'a poussé à faire des coffee break visio avec tout le monde dans l'entreprise. Alors, j'ai pas fait tout le monde parce que ça faisait vraiment beaucoup de coffee break. Mais voilà, j'ai rencontré les dirigeants de pôle et puis les personnes que j'allais travailler au quotidien. Et dans ces moments-là, on n'a pas parlé travail, en fait. On a parlé parcours personnel, nos aspirations. Et au fur et à mesure, en fait, ça permet de construire dans son esprit cette culture d'entreprise et cet ADN, en fait. Et vraiment découvrir quelles sont, en fait, les personnes avec qui je vais travailler. Et au-delà de ça, au-delà de l'onboarding, c'est une pratique que je conserve aujourd'hui, que je mets en place avec mes collègues. Et ça crée toujours en fait cet esprit de cohésion parce qu'on a des personnes qui sont sur Paris, on a des personnes qui sont à Toulouse, à Nantes, en Normandie. Donc c'est important aussi de les inclure dans notre vie au quotidien. Je ne sais pas si ça répondait à la question, mais c'est une idée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous amène le micro. Pour expliquer le contexte, j'ai été syndicaliste pendant une grande partie de ma vie. J'ai négocié du télétravail dans l'entreprise où j'étais. Je suis à la retraite depuis peu de temps. Je voudrais juste... Une grande question que vous n'avez pas tout à fait abordée, c'est le temps de travail, en fait. La disparition du temps de travail. Quand monsieur d'Action Logement dit on va mettre des tiers-lieux qui seront ouverts sur les temps de travail et qu'après les collectivités pourront utiliser, c'est quoi aujourd'hui le temps de travail? Dans les problématiques que nous nous sommes posées dans l'entreprise où j'étais, c'était la problématique des 11 heures de respect dans la loi française, que vous n'avez sûrement pas à l'étranger, mais qui existe en France. C'est très difficile aujourd'hui d'expliquer à un salarié, il faut que tu ne te reposes pendant 11 heures la nuit. Aujourd'hui, le nombre de parents qui vous disent « je travaille, je vais chercher les enfants à l'école, vous citiez ça, et je retravaillerai à 8 heures du soir », mais ils recommencent le lendemain à 8 heures du soir. Donc je ne sais pas si ces questions-là, vous les avez réfléchies au sein de vos organismes, etc. Et si vous avez déjà trouvé des solutions. Merci, je laisse nos intervenants répondre. Allez-y, Carole. Avant le Covid, mais sur laquelle on a vraiment communiqué, surcommuniqué, accompagné les managers sur ces sujets-là pour s'assurer effectivement de prendre en compte cette problématique-là, hein, qui est une réelle problématique. Après, il est vrai qu'on accorde aussi cette flexibilité aux collaborateurs d'aller chercher leur enfant à l'école et de pouvoir se reconnecter derrière pour finir des activités. Et on se base encore une fois sur la confiance et la responsabilisation. Et on s'appuie sur nos managers pour pouvoir checker, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de dérives et que ces dérives puissent aller à l'encontre en fait, de la santé mentale et du bien-être du collaborateur. Donc après, on a un système de contrôle plutôt dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'idée de ce contrôle, c'est de s'assurer effectivement que les collaborateurs respectent les temps de repos en fait. Hein. Donc
Et là, encore une fois, on demande aux collaborateurs de venir rentrer leurs horaires sur un outil de suivi et de gestion du temps pour venir nous assurer effectivement qu'il n'y ait pas trop de dérives qu'il n'y ait pas de dérives sur les temps de repos et les temps de déconnexion. Le sujet a été abordé quand on a co-conçu les tiers-lieux de corpo working, et notamment la question qui s'est posée, c'est quelle sera la plage d'ouverture de ces lieux, parce qu'au début, il y avait des demandes qui disaient en fait le lieu est ouvert H24. Et s'il y a des gens qui veulent travailler la nuit, ils viennent la nuit. Mais justement, il a été co-conçu avec les partenaires sociaux. Et donc ce sujet-là a été documenté. Alors je ne sais pas s'il l'a été bien, mais on est en train de tester avec 3 entreprises ce que ça donne dans un lieu qui est encore qu'un laboratoire éphémère, hein, mais ça fait partie des choses qu'on va voir. L'idée, c'est qu'il y ait des plages qui soient... Enfin, le lieu sera ouvert sur des plages horaires de travail classiques avec peut-être une petite marge, etc. Et puis de toute façon, ensuite, les lieux sont accessibles avec un badge. Et donc du coup, en fonction des entreprises, etc., il y a la possibilité pour les entreprises de pouvoir borner les plages auxquelles les bureaux sont accessibles. Donc je pense qu'avec ça, plus la charte, alors soit une charte de l'entreprise, soit une charte du lieu, qui soit un recueil des différentes chartes, voilà, je pense qu'on doit pouvoir maîtriser relativement ça, et probablement plus qu'à domicile où la frontière est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus perméable. Merci Pierre. Une dernière question dans la salle et après nous devrons arrêter, malheureusement. Manque de temps. Merci. Merci pour vos interventions. Moi, je réfléchis en vous écoutant au fond à la tentative de répondre à un problème insoluble. Parce que le problème du travail est quelque chose qui est ancré dans notre culture, dans notre droit du travail, dans nos pratiques sociales, mais c'est tout simplement le fruit d'une évolution socio-technique qui nous a conduit à agréger 3 composants qui n'ont rien à voir. La notion de travail proprement dit, qui est en fait un processus de production qui se mesure en kilojoules, historiquement. C'est-à-dire que le travail manuel, le travail industriel, on produit des objets, de l'énergie. Et ça, on a su faire pendant des siècles. On a su gérer ça. Le deuxième élément, c'est l'emploi, qui est en fait un élément statutaire. On est cadre, on n'est pas cadre. Fantaisie, mais qui est le lieu de résultats, d'arbitrage, de négociation, de combats sociaux. Et la notion d'emploi est une notion purement sociétale et qui diffère en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, et qui est très liée à notre culture. Et puis le troisième élément, dont vous n'avez pas parlé, c'est la rémunération. Évidemment, tout ceci était lié dans le contrat de travail, dont je rappelle au passage que c'est un contrat de subordination et qui est lié au fait que l'employeur, en échange d'un temps de travail, fournit des moyens de travail, des objectifs et une rémunération. Et en fait, ce qu'on constate avec la crise de la Covid et le télétravail, mais bien avant avec le développement du numérique, c'est que tout ça vole en éclats. Et c'est le message qu'on nous dit aujourd'hui. Pourquoi travailler pour avoir une rémunération ? C'était totalement dissocié, maintenant, associé, je veux dire, mais maintenant c'est dissocié. Alors ça, c'est un premier champ de réflexion très complexe qui nous amène dans des réflexions sociologiques, et on sait bien que le droit du travail va évoluer beaucoup plus lentement que les pratiques sociales. Mais il y a une deuxième dimension que vous avez abordée, c'est qu'on est aussi confronté à un problème majeur, qui est la production de CO2. Se déplacer, quel que soit le moyen de transport, va entraîner une production de CO2. Ne pas se déplacer va évidemment réduire notre empreinte carbone. Utiliser un moyen numérique va d'une autre manière accroître notre empreinte carbone. Donc on a ce dilemme, faut-il déplacer des atomes, nous, parce qu'on est une construction atomique, ou faut-il déplacer de l'information, c'est-à-dire des électrons ?
Donc vous voyez qu'on est... Enfin, moi j'ai le sentiment, et nos réponses ne peuvent être que partielles par rapport à ça. On va mettre le curseur à un certain moment de la réflexion. Mais c'est extrêmement difficile. Et je pense que sur le plan politique et juridique, on est face à des combats, comme on en a eu au XIXe siècle, mais à des combats qui sont extrêmement incertains et pour lesquels on va avoir beaucoup de difficultés à trouver les bons leviers parce qu'on est dans une matière éminemment friable. Alors que jusqu'alors, on avait réussi à compacter tout ça dans un discours très simple. Je te paye 39 heures, 35 heures par semaine, tu as la retraite à 60 ans, etc. Et voilà, le modèle, il est stable. Mais le modèle qu'on est en train de mettre en œuvre avec le télétravail, de façon insidieuse, casse tout ça. Et c'est pas simple. Donc, on peut avoir des solutions locales, transitoires, temporaires. Je ne suis pas convaincu à voir l'émotion qu'il y a autour du travail dans les jeunes générations, que ça va convaincre des gens qui arrivent actuellement sur le marché du travail, vous voyez la sémantique, qui arrivent au moment où ils vont échanger leur temps de travail contre une rémunération, est-ce qu'ils vont accepter cette règle du jeu? Le sentiment que j'en ai est plutôt non. Et on est mal pris. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a énormément de places vacantes dans les entreprises, qu'on a des difficultés à recruter, que la chasse au talent est quelque chose d'extrêmement complexe et difficile, et que ça va, à mes yeux, continuer à se dégrader. Donc je pense qu'on rentre dans des fortes zones de turbulence, où il va falloir s'accrocher au bastingage très sérieusement, et trouver des solutions pragmatiques, de court terme, mais qui ne sont certainement pas des solutions de long terme. Merci. Alors, vous avez ouvert un débat, là, c'était plus qu'une question. Alors, c'est un débat intéressant et je vous invite, si vous le pouvez, à le poursuivre avec nos intervenants. Je vais devoir malheureusement clôturer cette... Non, mais c'était très intéressant et je vous invite donc tous à échanger avec nos intervenants. Tout d'abord, Carole, mille merci à vous pour votre disponibilité, la grande qualité de votre intervention et pour votre compréhension pour nos petits soucis techniques. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci nos 5 intervenants et je demande au public de les applaudir bien fort parce qu'ils ont été très bons.